Vous regardez le journal de l'Afrique de France 24, bienvenue à tous, voici les titres. Aucune manifestation prévue au Togo cette semaine, retour à la normalité mais la peur est bien là. Reportage exclusif à Sokodé, l'un des fiefs de l'opposition. En Côte d'Ivoire, c'est juré, pas de brouille entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ce dernier l'assure, mes relations avec le président sont bonnes. Il lance un appel au dialogue, vous l'entendrez. La RDC, le pays qui compte le plus de déplacés au monde, 1 600 000 depuis un an dans les Kasaï d'après le CICR. La directrice de la branche Afrique est notre invitée. Elle revient de cette région. Son témoignage dans un instant. Voilà pour les titres. D'abord, ce nouveau dimanche sanglant. Au Nigeria, 14 personnes ont été tuées à Maïdougouri. C'est la grande ville du Nord. Il y a également 18 blessés. L'attaque a été perpétrée par 3 femmes kamikazes. Personne n'a revendiqué l'attentat, mais Boko Haram est très présent dans la région. Écoutez ce témoignage. Une bombe a explosé et après ça, 2 femmes se sont mises à courir. Un membre de la milice de quartier a voulu les chasser en leur criant dessus, mais il ne pouvait pas leur tirer dessus. Les femmes se dirigeaient vers des civils qui les attaquaient sans utiliser d'armes. Et quand les femmes se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'alternative, elles ont déclenché leur bombe. Le retour au calme au Togo, aucune manifestation n'est prévue avant début novembre. En attendant, nous sommes retournés à Sokodé, c'est l'un des fiefs de l'opposition. La semaine dernière, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. 4 personnes y ont été tuées. Certains habitants ont préféré fuir. Ils reviennent aujourd'hui chez eux. Rencontre avec Sarah Sako. À pied ou à moto, ils reviennent avec les quelques effets qu'ils ont pu emporter dans leur fuite. Nous avons croisé ces habitants dimanche matin sur les chemins de campagne qui mènent à Sokodé. La nuit précédente a été calme, aucun coup de feu n'a été tiré en l'air par les soldats. Alors après 6 jours à se nourrir d'igname, ce groupe de femmes se décide à rentrer. Maintenant, moi-même, je suis comme ça, j'ai faim. Les polices nous frappent, c'est à cause de ça qu'on est parti dans la brousse. On nous a dit qu'ils sont partis, c'est à cause de ça. Nous allons dans les maisons pour voir que c'est vrai ou bien c'est faux. Des violences entre militaires et jeunes le 16 octobre dernier ont fait 3 morts, dont 2 soldats, lynchés par la foule alors qu'ils étaient en service, selon les autorités. La répression qui s'en est suivie a entraîné cette vague d'exil en brousse. Malgré l'accalmie, certains craignent toujours pour leur sécurité. Quand je vois un soldat là, moi j'ai peur. Ce que dure les balles là, tout ça là, j'ai peur. Mon papa est retourné, il m'appelle de retourner, je dis non. Est-ce que c'est vraiment calmé? Il me dit que c'est calmé. Je dis non, je ne veux pas retourner. À une vingtaine de kilomètres de là, la ville de Sokodé reprend timidement vie. Quelques étals sur le marché sont installés. Certains petits commerces ont repris leurs activités. Les séquelles des violences passées sont-elles encore bien visibles? Derrière leurs murs, des habitants pansent leurs plaies. Ce jeune manifestant a été ramené la veille de l'hôpital par sa famille. Il affirme avoir été blessé par les militaires. Il me frappait, je commençais à courir jusqu'à dehors. Je courais en montant, il y en a l'un d'eux qui m'a suivi. Donc il m'a tiré 2 balles au-dessus. Je peux ressortir encore. On est en colère maintenant. Parce qu'on a su effectivement que le président il ne nous aime pas, vraiment. Interpellé à plusieurs reprises sur ces bavures, le ministre de la Sécurité estime que les violences viennent des 2 bords. Depuis le début de la crise, le 19 août dernier, la tension ne cesse de monter à Sokodé, fief du PNP de Tipi Hatchadam, l'un des leaders de la contestation. Je lance un appel au dialogue et à la paix. Retour tout en douceur pour Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale a été accueilli dimanche par ses partisans à l'aéroport d'Abidjan. Cela faisait 2 mois qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire et il a écarté toute tension avec le président Ouattara. Tout va bien donc officiellement, malgré l'arrestation de Souleymane Camara Tekone, un proche de Guillaume Soro, arrêté et écroué pour complot. On écoute Guillaume Soro. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire.
La mise en place du G5 Sahel, cette force africaine de 5000 hommes qui devra lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel donc. L'ONU a envoyé certains ambassadeurs au Mali puis au Burkina Faso. Les Africains qui espèrent un déclic des Américains toujours réticents à mettre la main à la poche. Mais les choses pourraient évoluer. Écoutez Alpha Barry au micro de Bengali Touré. La représentante américaine a annoncé que très bientôt, les États-Unis vont faire une annonce dans le sens de soutien au G5 du Sahel. Les membres permanents du Conseil de sécurité ont indiqué qu'il y a le soutien multilatéral qu'ils peuvent apporter. La dernière ligne droite au Kenya, la présidentielle c'est dans 3 jours. La campagne a été chaotique. Le principal opposant Raila Odinga s'est retiré de la course. La commission électorale est en crise. Et ce lundi, 20 ambassadeurs occidentaux ont pris la parole. Et pour résumer, ils ne sont pas très optimistes. Nicolas Germain. Les ambassadeurs occidentaux au Kenya sont inquiets de la situation politique. Ils ont dit regretter le choix de l'opposant Raila Odinga de ne pas participer à la présidentielle ce jeudi, mais ils ont aussi adressé un message au président Uhuru Kenyatta. Cette élection doit respecter les lois et la constitution définies par le système judiciaire. Tenter de les changer à la dernière minute serait contre-productif. Nous appelons encore une fois le président Kenyatta à ne pas mettre en œuvre les amendements à la loi électorale qu'il envisage. Raila Odinga a appelé à de grandes manifestations le jour du vote. Il estime que cette élection ne sera pas crédible. La semaine dernière, des centres électoraux ont été attaqués dans l'ouest du pays. Les premiers bulletins de vote imprimés à Dubaï sont arrivés. Le président Kenyatta a affirmé que l'élection aura bien lieu. Je vous assure qu'il y aura la sécurité. Et ceux qui veulent perturber le vote et menacer les électeurs, ils verront bien ce qui leur arrivera. La situation reste tendue. Un des 7 dirigeants de la commission électorale a démissionné, estimant que le scrutin ne sera pas crédible. Et le président de la commission a affirmé qu'en l'état, il ne pourrait garantir l'équité de l'élection. Et puis en République démocratique du Congo, 7 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. C'est le constat du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique. Parmi les régions les plus concernées, le Kivu, les Kasaï où depuis 1 an, l'armée et le groupe des Kamuna Nsapu s'affrontent. Écoutez le témoignage de cet habitant qui a dû fuir dans la brousse. Pendant la guerre, moi et toute ma famille, nous étions dans la brousse au niveau de la rivière Mpachi. On mangeait parfois par semaine, on mangeait même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et les autres jours ici, nous dormons affamés. Et j'ai perdu même mon père pendant cette guerre qui s'est passée. Voilà la maison. Quand nous étions dans la brousse, on a tout pillé. Nous avons fait 5 mois dans la brousse, 5 mois. Dans une grande souffrance. Un témoignage rapporté par le CICR. Sa directrice pour l'Afrique, Patricia Danzi, s'est rendue sur place. Elle était notre invitée tout à l'heure. Le monsieur que vous avez entendu témoigner, c'était un des déplacés, un des 1,6 million de déplacés pour les Kasaï depuis le début des affrontements. Donc c'est un nombre de déplacés énorme pour un pays qui en a déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, la RDC abrite le plus grand nombre de déplacés au niveau mondial. En 2016, c'était plus que l'Irak, plus que la Syrie. Donc c'est énorme. Donc malheureusement, ces témoignages qui viennent de la brousse, en fait, ces populations sortent depuis des mois, 3 mois, 6 mois de la brousse. On ne peut pas vraiment imaginer ce que ça veut dire de partir avec les habits qu'on a, partir 3 mois dans des conditions très très difficiles. On ressort avec les mêmes habits, on n'a pas eu accès à la santé, on n'a pas vraiment mangé énormément. Et puis il y a des enfants qui meurent. J'ai vu des familles, on le voit dans les images. J'ai vu des gens qui sont juste revenus. Et puis les mamans m'ont décrit des situations qui étaient très très difficiles. Une m'a dit que de ses 6 enfants, 4 sont morts. Un monsieur a perdu sa jambe pour une infection, pour une simple infection qu'on aurait pu traiter s'il y avait des soins médicaux de base. Et puis ces témoignages sont très durs à écouter. Mais au moins, c'est les gens qui sont revenus. Ces civils fuient des affrontements, des violences. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils fuient les Kamuna Nsapu, ils fuient l'armée congolaise?
Alors, ils fuient la violence. Certains ne peuvent pas nous dire qui a attaqué leur village. Certains aussi fuient avant même que les perpétrateurs viennent dans leur village parce qu'ils ont peur. Ils voient la fumée, ils entendent et ils partent. Ce qui nous attriste beaucoup, c'est que le droit n'est pas respecté. Donc les villages et les maisons sont brûlés. C'est pas nécessaire de brûler les villages. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Il y a des gens qui rentrent et puis ils trouvent plus rien parce que leurs semences aussi ont été détruites. Et puis donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens reviennent, il n'y a rien qui est resté. Vous avez rencontré les autorités en RDC. Elles sont conscientes de la situation dans les Kasaï ? Alors, les populations que nous avons vues sont très, très loin des chefs-lieux, très, très loin aussi de la capitale. Donc, d'une certaine manière, on est leur porte-parole aussi. Et puis, le message qu'on porte aux autorités, à la communauté internationale et au monde, c'est que ces populations ont besoin du soutien, pas seulement du soutien matériel, mais aussi du soutien moral. Donc, ils ont besoin de savoir que quelqu'un est à leur côté. Ils sont conscients quand même, mais à la capitale, ils sont beaucoup, beaucoup occupés avec les élections. Donc on dit qu'il y a aussi des conséquences humanitaires sur le terrain qu'il faut garder en vue. Tous ces discours politiques, c'est important, mais gardons en vue les populations qui souffrent. Voilà pour cette interview de Patricia Danzi tout à l'heure, donc qui travaille au CICR Afrique. Fin de ce journal de l'Afrique. On se retrouve dès demain sur France 24. Merci à tous.